Bienvenue dans C'est dans l'air. Pour la première fois, le Kremlin reconnaît que plusieurs missiles américains tirés depuis l'Ukraine ont touché leur cible. Pour la première fois, Moscou affirme préparer une réponse à ce que le Kremlin considère comme le franchissement d'une ligne rouge. Depuis l'élection de Donald Trump, la situation semble se dégrader avec l'accélération de la Russie, des Occidentaux, de l'Ukraine, l'usage de missiles longue portée, la réplique avec un tir de missile hypersonique russe, les troupes nord-coréennes, la France et la Grande-Bretagne qui évoquent à nouveau l'envoi de troupes en Ukraine. C'est un frisson qui parcourt l'Europe, celui de la peur. Pour preuve, en Suède, en Finlande, les populations se préparent au pire et l'Allemagne a même officiellement commencé à recenser les bunkers, les abris pour protéger ses civils. Missiles US, riposte russe, l'affolement général, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Patrick Dutartre. Vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien pilote de chasse. Vous avez aussi été conseiller au Quai d'Orsay de plusieurs ministres des Affaires étrangères. Avec nous ce soir, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe, RFI Défense. Isabelle Lasserre est avec nous, vous êtes correspondante diplomatique au Figaro, ancienne correspondante de Russie, spécialiste des questions de stratégie, de géopolitique. Je cite votre article « Comment la guerre en Ukraine a brisé le tabou nucléaire ». On en parlera ce soir. Élise Vincent est avec nous. Vous êtes journaliste au Monde, chargée des questions de défense. Je renvoie à votre article coécrit avec Chloé Orman et Philippe Ricard intitulé « Guerre en Ukraine, l'envoi de militaires européens en discussion ». Ça aussi, nous allons en parler ce soir. L'affolement général, Elsa Vidal, c'est quand même à ça que ça ressemble. Oui, ça ressemble à une forme d'affolement, mais je dirais que paradoxalement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est assez affûté. Ça veut dire qu'on prend au sérieux aussi Vladimir Poutine, et ça, c'est important de lui donner, en tout cas, cette preuve de sérieux, que personne ne considère le risque, et notamment nucléaire, qui est quand même en implicite autour de ces tirs de missiles, comme secondaire, et que nous sommes quand même dans une dynamique où, et ça vous aura pas échappé, on pèse chacun de nos mouvements, peut-être un peu trop pour certains des observateurs dont je suis, en ayant toujours crainte de froisser la Russie, de franchir des lignes rouges, et donc en laissant aussi l'initiative au côté russe. Général Patrick Dutartre. Ah oui, on peut constater... On va beaucoup en parler ce soir, à des échanges de tirs, de ce tir hypersonique. On va y revenir. De la situation, ça s'est produit aujourd'hui avec des tirs de missiles américains en Russie. J'en ai parlé à l'instant. Mais je voudrais avoir votre sentiment au début de cette émission. Depuis 2 ans et demi qu'on suit le conflit, moi jamais j'ai senti une tension aussi forte en fait que la semaine qui vient de passer et encore en ce moment, ces jours-ci, voire ces heures-ci, avec les dernières déclarations russes. Ça veut dire qu'on se prépare à une menace qu'on a longtemps sous-estimée, mais si il y a une espèce d'accélération de l'histoire en ce moment, c'est aussi parce que le moment est propice et dangereux, c'est-à-dire que c'est le moment qui sépare l'élection de Donald Trump de sa prise de pouvoir. Donc il y a une espèce de vide de pouvoir avec un président qui est encore là mais qui est déjà parti, et un autre qui n'est pas encore arrivé mais qui est déjà quand même un peu là, avec toutes les incertitudes sur sa politique. Donc pendant cette espèce de temps mort et de vide politique, toutes les parties se précipitent pour essayer d'être le mieux positionnées, soit sur le terrain, soit à la table des négociations. Donc ça donne cette espèce d'accélération qui ne veut pas forcément dire qu'on va être en guerre dans 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, merci de le préciser. Et on va quand même ce soir aussi évoquer d'autres pays qui concrètement se préparent à la guerre. On parlera évidemment de la Suède, de la Finlande, mais de l'Allemagne qui a commencé à compter ses bunkers pour protéger ses populations civiles. C'est vrai que depuis 3 ans, ça n'avait pas été fait. On a l'impression d'entrer dans une nouvelle séquence qui est liée à l'acceptation par les Américains des tirs de missiles longue portée. Effectivement, et en même temps quand même, je pense qu'on n'a pas beaucoup vu à l'ouest, mais l'ère de l'avant-guerre à l'est, sur le flanc est, elle est vraiment sentie et préparée depuis de longs mois. On a même eu le Premier ministre polonais qui avait eu cette déclaration très forte, et ça date du printemps. Donc pour eux, ça fait au moins 6 mois qu'ils sont dans ce qu'on ressent nous aujourd'hui à l'ouest aujourd'hui. Et donc eux aussi, ils ont commencé depuis des mois à construire des bunkers en Estonie. Ça va se poursuivre en 2025. À essayer d'agrandir des bases, des terrains d'entraînement. Enfin, ils sont vraiment dans une préparation très concrète que nous, on n'avait pas encore vraiment pris en œuvre. Et là, ça se met en place, et c'est peut-être ça, cette tension qu'on ressent aujourd'hui. Et cet affolement. Revenons sur ces tirs de missiles. La Russie, je le disais, a rapporté avoir été visée par 2 frappes réalisées par des missiles américains de longue portée. Ce qui est nouveau, je pars sous votre contrôle, général, dites-moi si je me trompe, c'est que
Moscou a reconnu que ces missiles avaient touché leur cible et a dit c'est cette fois-ci une ligne rouge. Alors non seulement Moscou a reconnu avoir été touché, mais en plus ça lui a fait mal en fait. Ouais. Parce que la particularité de ces missiles en fait, en dehors de longue portée, d'avoir été tirés pour la première fois sur le théâtre russe, c'est leur extrême précision. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y avait des cibles qui étaient préparées depuis longtemps. Et vous noterez d'ailleurs que toutes les cibles longue portée qui ont été visées sont dans la région de Koursk. Oui. Et notamment le tir des Storm Shadow sur un PC enterré. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce PC là, où apparemment il y a une vingtaine de morts d'officiers supérieurs, voire un général nord-coréen qui a été blessé. C'est que c'est probablement l'endroit où on préparait toute la contre-offensive russe pour essayer de sortir les Ukrainiens de cette zone de Koursk. Et manifestement, depuis quelques jours, il y a un stop, en fait, parce que ces tirs ont fait très mal. Élise Vincent, sur ces tirs, avec la réaction du ministre de la Défense russe, qui a attribué ces tirs à des missiles américains. Évidemment, ça fait écho aux déclarations de ces derniers jours où les Russes ont dit maintenant, en fait, puisque on a identifié ceux qui donnent des missiles de longue portée aux Ukrainiens, ils seront désormais visés, les Occidentaux. Oui, là, on est dans un jeu d'escalade classique. Et effectivement, c'est pour ça aussi que ça a mis tant de temps pour que les Américains acceptent que ces missiles de longue portée qu'ils ont commencé à livrer il y a quand même plus d'1 an soient utilisés en Russie. Et ils savaient que ça allait engendrer l'escalade qu'on voit là aujourd'hui. Et donc, c'est un peu le vertige, évidemment. Tout le monde ne maîtrise pas tout. Et c'est bien ça, cette incertitude aujourd'hui de la guerre qui oblige tout le monde à préparer toutes les options. Incertitude, vertige, dites-vous, avec la France, le Royaume-Uni, qui ont emboîté le pas des Américains, les Scalps français et les Storm Shadow britanniques. Alors en tout cas, les Britanniques ont emboîté le pas puisqu'ils ont à la fois envoyé et donné l'autorisation de tirer en Russie. Les Français sont plus ambigus. On sait qu'ils ont livré des scalps. On ne sait pas encore si ces scalps ont servi sur le territoire russe. On sait qu'ils ont pu servir ailleurs, sur le territoire russe. On n'a pas encore eu d'informations publiques le mettant en valeur. Peut-être que c'est déjà fait, il faudra voir. Regardez ce que dit l'ambassadeur russe au Royaume-Uni. Il s'appelle Andrei Kelin et il s'exprimait devant la chaîne Sky News et il dit « Le Royaume-Uni est désormais directement impliqué dans cette guerre car le tir de Storm Shadow ne peut avoir lieu sans que le personnel de l'OTAN ni le personnel britannique, évidemment, soit en cause. » Oui, c'est vrai. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils le disent et que ce soit maintenant un élément du dialogue stratégique qui va se tenir entre la Russie et les alliés occidentaux de l'Ukraine. Et donc, effectivement, c'est une intensification de la tension entre nous. Ouais. Ce n'est pas nécessairement un tournant, mais c'est un palier qui est franchi, et ça a le mérite, je pense, de clarifier la situation à l'heure actuelle. Nous allons, nous les Européens, être dans un moment un peu de vérité, et puis nous avons intérêt aussi à faire preuve de cette activation et de notre fermeté pour montrer aussi aux États-Unis, dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire à partir du 20 janvier, que nous sommes aussi capables de prendre en charge... Ça, j'entends, mais en tant qu'observatrice de ce conflit depuis le début, si on prend un tout petit peu de recul, est-ce que vous dites qu'on est... ce que disait le général à l'instant, dans un de ces moments d'intensité, j'utilisais le mot peur. On va voir que certains pays assument de dire cette fois-ci on a peur. Est-ce qu'on est dans ce moment-là ou pas, à vos yeux ? Pas pour moi, parce que je vois pas de rupture stratégique. Je ne vois pas de changement qui se soit passé sur le champ de bataille et qui nous laisse entendre qu'on va vers une issue imprévue. En revanche, on a tous beaucoup plus conscience que maintenant, des deux côtés de la ligne de front, on a la volonté de durer et on a la volonté de confronter nos volontés. Ouais. Et ça fait peur. Isabelle Lasserre. D'habitude, on parle de calme avant la tempête. Moi, je parlerais volontiers là de tempête avant un calme provisoire. Cette espèce de tension que vous sentez, pour moi, elle s'explique parce que c'est la première fois depuis le début de la guerre que l'Europe est face à elle-même, ou plus exactement, toute seule face à la guerre. C'est-à-dire que là, on a un choix, pour le coup, stratégique. C'est-à-dire qu'on va répondre là dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on prend la suite des Américains s'ils abandonnent les Ukrainiens, ou est-ce qu'on lâche l'Ukraine ?
et on se retrouve dans un nouveau moment Munich en Europe. Et ça, c'est vertigineux. J'entends ce que vous dites, pardonnez-moi, vous nous projetez à l'après-Trump, etc. Mais là, dans le moment dans lequel nous sommes... Est-ce qu'on prépare l'après-Trump là déjà? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On prépare l'après-Trump quand, par exemple, il y a une accélération militaire de la part des Occidentaux. Pourquoi est-ce que... C'est très simple. Les missiles qui sont tirés aujourd'hui par les Ukrainiens dans la région de Koursk servent à empêcher la Russie, avec l'allié nord-coréen, de récupérer cette poche de Koursk, qui, à la table des négociations, si des négociations s'ouvrent au printemps, peut être une monnaie d'échange pour une partie du territoire ukrainien, ou en tout cas un levier pour des négociations. Donc aujourd'hui, en fait, la plupart des choses militaires qui sont faites sur le terrain sont dans l'esprit de cette négociation, et y compris, en fait, l'agitation militaire des Européens. Elle vise à quoi? Elle vise aussi à sauvegarder une place diplomatique pour les Européens à la table de négociation, parce que c'est ça qui est en jeu. Et donc tout est sous contrôle. Sans troupes on the ground, entre guillemets, il n'y a pas de place pour les Européens à la négociation, et la paix risque de se faire au détriment des Ukrainiens entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On va en parler de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on a le contrôle de absolument tout. Non, absolument pas. C'est la question que je vous pose. C'est-à-dire, dans ce moment de montée en tension que vous expliquez très bien, avec des enjeux peut-être de négociation à venir, dans ce moment de tension-là, est-ce que tout est maîtrisé? Non, du tout. Non, absolument pas. Non, on sait pas, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une réaction épidermique du président Poutine suite à ces tirs de missiles longue portée qui font mal, qui font même très mal. Et donc là, il y a toutes les déclarations vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il y a une menace extrêmement précise qui a dit je ne m'interdis pas de tirer sur les objectifs militaires des pays qui ont fourni ces armes longue portée. Donc c'est une vraie question. C'est ce dont il a été débattu ce matin d'ailleurs. Eh bien, on va en parler. D'ailleurs, on parlait du climat de tension avec les Britanniques. Sachez qu'à l'instant, on apprend que la Russie a expulsé le numéro 2 de l'ambassade, un diplomate britannique qui était sur place. Ça vous surprend pas? Ça se crispe? Non, c'est une vraie montée de tension. Après les expulsions de diplomates, c'est plutôt banal, c'est un signe. Mais effectivement, on est dans ce moment de très grande crispation. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à accélérer. En fait, les Russes aussi accélèrent pour avant le 20 janvier, parce qu'il y a une forme d'incertitude pour eux aussi, fixer le plus possible, regagner le plus possible de territoire, et nous dissuader de soutenir plus avant l'Ukraine, et aussi exploiter nos crises intérieures respectives, la crise allemande, la crise française. En tout cas, rarement le climat n'aura été aussi tendu depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les ambassadeurs de l'OTAN se retrouvent, vous en parliez à l'instant, aujourd'hui à Bruxelles, après ce tir qui a un peu affolé tout le monde, un tir hypersonique russe sur le territoire ukrainien qui a sidéré l'Europe. Pour preuve, en Allemagne, on a commencé, vous allez le voir, à recenser les bunkers qui pourraient permettre de mettre les populations civiles à l'abri. Nicolas Bidard et Nicolas Baudry-Dasson. À la télévision allemande ces derniers jours. Ce bunker a été construit en 1944, donc assez tard. En 1945, la guerre s'est terminée et le bunker a été laissé à l'abandon. Des reportages dans des bunkers de la Seconde Guerre mondiale. L'information vous aurait fait hausser les épaules il y a encore quelques mois. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, avec la montée des tensions, des guerres internationales, la menace qui se renforce, les choses ont bien changé. C'est pour cela que les autorités recensent en ce moment les lieux qui pourraient servir d'abri et passent en revue l'état des anciens bunkers qui n'ont pas servi depuis longtemps. L'Allemagne compte ses abris et se prépare au pire. Quelques jours après que la Russie a lancé un missile hypersonique sur une usine d'armement en Ukraine. Une arme utilisée pour la première fois par Moscou pour mettre en garde l'Occident. Vladimir Poutine s'en réjouit. Le test a été un succès. Je vous en félicite. Et comme cela a déjà été dit, nous poursuivrons ces essais, y compris dans des conditions de combat, en fonction de la situation et de la nature des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Russie. Cette arme peut atteindre des cibles partout sur le territoire européen, ce qui la distingue favorablement des autres armes de précision à longue portée. Moscou répond aux Américains, qui ont autorisé l'usage de missiles longue portée et de mines antipersonnelles par l'armée ukrainienne. Inquiétude à Bruxelles. À la demande de Kiev, réunion des diplomates de l'Union européenne et de l'OTAN aujourd'hui. Vont-ils répondre frontalement à la Russie?
D'autant que ces derniers mois, de nombreux pays européens soupçonnent Moscou d'actes de sabotage, entraînant des incendies criminels. Pologne, Royaume-Uni, République tchèque, Allemagne, Lituanie ou encore Lettonie. Hier, un avion cargo DHL parti d'Allemagne s'écrase en Lituanie à quelques kilomètres de l'aéroport. L'avion s'enflamme, un membre d'équipage perd la vie. La ministre allemande des Affaires étrangères n'écarte pas la piste du sabotage russe. Nous devons maintenant nous demander sérieusement s'il s'agit d'un accident ou d'un nouvel incident hybride. Cela montre l'instabilité dans laquelle nous vivons actuellement, même au cœur de l'Europe. Des dirigeants européens qui finissent par durcir le ton, quand d'autres, dans les pays nordiques et baltes, avertissent depuis des mois, mécontents de la passivité de leurs partenaires à l'égard de la Russie. Pourquoi appelons-nous cela guerre hybride ? Parce que, en gros, quand on parle d'hybride, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est tout le problème. Et que si on appelle cela du terrorisme, cela implique une réaction. Je pense que nous devons réagir comme s'il s'agissait d'attaques contre nous, au lieu de nous dire « Ah, quelque chose est encore arrivé, et encore, et encore, et encore ». Je pense que nous nous sommes montrés trop polis. Mais alors, que faire ? Le ministre français des Affaires étrangères, interviewé à la télé britannique, remet sur la table l'envoi de troupes en Ukraine. Idée avancée par le président français en mars dernier. Ce que Macron a dit, c'est que nous ne devrions pas fixer et exprimer des lignes rouges. Nous devons établir une ambiguïté stratégique et ne pas dire ce que nous devons ou ce que nous ne devons pas faire. Et c'est la raison pour laquelle nous n'écartons aucune option. Des discussions entre la France et le Royaume-Uni seraient actuellement en cours, en vue d'une plus grande coopération en matière de défense. Alors, nous allons revenir sur cet affolement qu'on a vu notamment en Allemagne. Je voudrais, Élise Vincent, revenir sur cette déclaration du ministre des Affaires étrangères sur l'envoi de troupes. On en avait déjà parlé par le passé. Qu'est-ce qui peut se dérouler ? Qu'est-ce qui a été négocié peut-être avec les Britanniques ? Alors, on n'a pas toutes les cartes, mais effectivement, comme on l'a raconté dans le journal il y a quelques jours, il y a clairement des réflexions, des discussions qui se réactivent et qui s'accélèrent sur le sujet, mais tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine demande des garanties de sécurité. Et je pense que c'est un mot auquel on n'a pas vraiment prêté attention ces derniers mois, mais garantie de sécurité, ça ne veut pas dire je vous signe un papier blanc et vous avez ma parole. À un moment, concrètement, il faut aligner des moyens. Alors, soit ils sont capacitaires, c'est de l'équipement, soit à un moment, c'est des hommes. Et en vrai, ça risque sûrement d'être des hommes. Alors, on peut l'appeler force d'interposition, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ça. Et effectivement, jusqu'à présent, la diplomatie évitait d'avancer trop concrètement, de dire ce qu'il y avait dans ces garanties de sécurité, mais concrètement, c'est ça. Et donc, savoir aujourd'hui, les discussions sont réactivées, ça c'est sûr, et on voit bien que les militaires français se préparent très sérieusement. Il le dit, je pense que le chef d'état-major de l'armée de terre l'a dit quasiment texto dans un micro tendu il y a 2-3 jours, qu'évidemment il allait y avoir des propositions faites par le chef d'état-major des armées au président de la République pour créer une coalition ad hoc. Alors après, pareil, on peut jouer aux devinettes, mais à un moment, il faut effectivement plus trop se cacher la face. Les choses sont là, et donc oui, c'est un peu vertigineux, mais c'est simplement regarder les choses en face. Avec une fébrilité, peut-être pas, une sidération, je ne sais pas quel est le bon mot, y compris au sommet de l'État, ou dans cette réunion qui a lieu aujourd'hui à Bruxelles, où il n'y a pas grand-chose qui fuite. Effectivement, il n'y a pas grand-chose qui fuite, mais parce qu'on sent aussi que les diplomates, les milieux militaires veulent un petit peu calmer le jeu, que quand même le tir d'IRBM, de missiles balistiques de portée intermédiaire, a quand même un peu secoué tout le monde, a été une forme de surprise stratégique, puisqu'on ne s'attendait pas à ce que la Russie ait ça dans son arsenal quand même. C'est quand même, voilà, si vous regardiez même les brochures les plus spécialisées, ça n'apparaissait pas dans son arsenal. Donc il y a l'idée aussi de pouvoir discuter un peu discrètement, sans trop dévoiler ses cartes, puisqu'évidemment c'est toujours le problème, il faut à la fois préparer les opinions, dire qu'on arrive à un moment particulier de décision, sans trop les effrayer. Donc c'est tout ce jeu délicat pour nos pays. Général. Oui, mais tout à fait, c'est absolument résumé. Alors moi, je sais que ces discussions ont lieu. Je sais qu'on envisage plusieurs scénarios. Par contre, moi, j'en envisageais un qui me semble plus du tout d'actualité, c'est-à-dire qu'il y ait éventuellement une force de coalition qui pourrait être déployée suivant certaines modalités avant le 20 janvier.
Or, ce matin, le ministre des Affaires étrangères britannique, enfin le secrétaire d'État, David Lammy, a dit clairement, pour l'instant, nous n'avons pas changé de position, nous n'enverrons pas de soldats britanniques en Ukraine. Ah oui. Alors, il dit c'est une réponse en 2 temps, en réalité. En fait, effectivement, on a un débat aujourd'hui, c'est faut-il envoyer des troupes avant un cessez-le-feu ou seulement après, ouais. Et il est possible qu'après cessez-le-feu soit plus facilement acceptable. Voilà. D'accord. Mais évidemment, les Occidentaux ne vont pas non plus dévoiler toutes leurs cartes. Mais c'est extrêmement important parce que on peut pas l'imaginer sans les Britanniques, en fait. D'accord. À mon sens, hors de question, les Français, il y a le seul, même avec d'autres, le couple franco-britannique dans cette opération est extrêmement important. Ce que disait à l'instant Élise Vincent, on a été sidéré par l'utilisation de ce missile, je ne sais plus comment il s'appelle. Brechnik. Voilà, exactement. Pourquoi est-ce que c'était une démonstration de force on sent bien l'effet de souffle qu'il y a eu après ce tir-là. On est entré dans autre chose. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait plus depuis 30 ans. Mais on les avait très bien connus, parce que ces missiles-là, c'était un peu l'équivalent de ce qu'on appelle des SS-20, la crise qu'on a tous connue dans les années 80, entre les missiles de portée intermédiaire SS-20 russes et de l'URSS, et puis les Pershing 2, que vous évoquiez, Elsa, américains. Et c'est un moment de tension extrême, en fait, et puis après ça s'était calmé et on avait décidé, il y avait eu un accord, comme quoi on désarmait, on ne faisait plus ce type de missile. Et là, il est ressorti des cartons, en fait. Alors, est-ce que c'est un missile balistique qu'on a envoyé à 1000 km ? J'ajoute quand même que les Russes ont pris la précaution de prévenir les Américains. Oui. Attention, on va envoyer un missile balistique. C'est un missile capable de porter une charge nucléaire. Absolument. Mais là, évidemment, c'était pas le cas, heureusement. Et même d'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose dedans, parce que quand vous regardez, c'est extrêmement spectaculaire, l'arrivée rapide et le multitête. Ça, c'est... Mais par contre, il se passait rien au sol quasiment, parce qu'il y avait très peu de charges militaires. Et avec ces missiles-là, on peut taper donc des pays européens. Mais de toute manière, on peut dès maintenant, tous les missiles balistiques, il y a 6000 têtes nucléaires qui peuvent toucher toutes les capitales européennes. La portée, peut-être, dire, la portée de ces missiles, c'est entre 3000 et 5000 km à peu près. 800 km et 5000. Voilà. Donc évidemment, ça met exactement à portée des premiers pays du flanc Est, en tout cas, la Russie. Et nous n'en avons plus. Ces pays-là. Et on peut les intercepter, ces missiles ? C'est très compliqué. Non, c'est très difficile. Si soit les intercepter au départ, mais à l'arrivée, comme c'est multitête et hypersonique, ça veut dire quoi ? C'est Mach 10 ou 12 000 km/h. Là, ça va vite. Isabelle Lasserre, sur cet aspect-là et sur la réaction européenne ? Parce que là, pour le coup, aujourd'hui, après ces tirs de missiles de nouveau longue portée, identifiés par les Russes comme étant des missiles américains, les Russes disant « vous avez touché des cibles et donc vous avez franchi les lignes rouges et donc il y aurait une riposte », on se dit, c'est quoi la suite ? En fait, personne n'en sait rien. Il y a tout un jeu de psychologique. Si on fait l'état, si on fait l'histoire récente des 3 dernières années, à chaque fois que Vladimir Poutine a parlé d'une ligne rouge, elle a glissé comme sur une patinoire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de ligne rouge. D'accord. C'était des fausses lignes rouges et on peut pas savoir où Vladimir Poutine mettra sa véritable ligne de rouge, si même est-ce qu'il a une véritable ligne rouge. Alors vous direz c'est un jeu très compliqué, très dangereux parce qu'il y a beaucoup de psychologique, mais c'est aussi de la pression politique. C'est à la fois il y a des signes qui sont rassurants. Le téléphone rouge de déconfliction nucléaire a fonctionné. C'est donc on voit que l'escalade est quand même relativement mesurée et dans les choses négatives et inquiétantes, il y a cette montée aux extrêmes permanentes de Vladimir Poutine. Et puis il y a aussi l'histoire qui nous enseigne quand même des choses. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai couvert quand le Pakistan est devenu un pays nucléaire. Je me souviens, je le couvrais. Le Pakistan a pris tous les pays occidentaux de court. Quelques années plus tard, quand la Corée du Nord est devenue un pays nucléaire, tous les pays occidentaux disaient mais ils y arriveront jamais, ils sont trop nuls, etc. Il est en train de se passer la même chose avec l'Iran, où on a dit mais non, on va y arriver, etc. En fait, on est en train d'échouer de la même manière. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, on a une espèce d'inhibition de la pensée à envisager le pire. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas raisonnable. Et alors, en fait, on a du mal à sortir de ça. Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, parce que pour nous, là où nous sommes aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette idée de dire non, ça ne dérapera pas, tout ça. Nous ne sommes pas faits
nous ne sommes pas faits du même bois. Nous n'avons pas la même culture politique, pas la même religion politique, etc. Et ce qui est raisonnable pour nous n'est pas forcément pour Vladimir Poutine, par exemple. Ou moi, je trouve qu'en Russie, par exemple, l'idéologie joue un rôle beaucoup plus important qu'ici en Europe. Mais cette question de Yves dans le Morbihan, très simple. Comment imaginer que la Russie reste sans réaction après avoir été directement touchée sur son sol? Mais la Russie est restée quasiment sans réaction. Si on veut bien considérer que la perpétuation de la guerre et le fait de rester sans réaction, mais la Russie est touchée sur son sol par des drones depuis plus d'1 an et demi. La Russie a des troupes ukrainiennes en Russie, stationnées en Russie. Ukraine. Oui, ukrainienne. Oui. Non, la Russie voit la région de Koursk lui échapper, et pour autant, elle n'a pas utilisé d'armes tactiques. Donc, je pense que rien ne se passe dans cette guerre telle que les protagonistes, tels que Vladimir Poutine, ne s'y attendaient. Nous sommes entrés dans un moment qui n'était absolument pas prévu. Nous ne sommes ni prêts techniquement et psychologiquement, et surtout reconsidérer le danger qui s'annonce, si on devait le regarder droit dans les yeux, signifierait sortir d'une forme d'inconfort, puisque de notre confort, parce que si on considère qu'on est vraiment au bord d'une guerre avec la Russie, et je ne parle pas de guerre nucléaire, je parle de guerre conventionnelle, même limitée, même d'intensité moyenne, alors on doit revoir notre ordre de priorité. Et se préparer. Et se préparer. La France et justement cette question d'Alain dans le Val-de-Marne, et la France se prépare-t-elle? La France se prépare-t-elle? Mais oui, mais peut-être pas à la hauteur. Elle se hâte lentement, quand même. Oui, nous nous hâtons lentement. Il y a quand même un paramètre à remettre au milieu de tout ça, c'est que il y a quand même une course contre la montre qui se joue, et qui se joue à la fois pour les moyens ukrainiens, pour le soutien occidental, mais pour la Russie. On le dit pas assez. À la fois, oui, ils ont remis en marche leur économie, leur industrie de défense à fond. Ils produisent énormément, même plus de missiles qu'avant le début de la guerre, mais ils ont un problème quand même aussi sur la ressource humaine. Et donc, s'ils vont chercher des Nord-Coréens, s'ils vont chercher des Yéménites, c'est ça aussi, ça a changé un peu la donne, le fait qu'il y ait des troupes nord-coréennes. Voilà, mais ça change la donne sans changer la donne. C'est-à-dire que c'est un signal, c'est intéressant. Ils ont envoyé 10 à 12 000 Nord-Coréens, qui est exactement ce que les Ukrainiens espéraient mobiliser avec leur dernière vague de mobilisation. Donc c'est juste un signal, parce qu'ensuite, si vous prenez ces 10-12 000, c'est 2 semaines et demie de perte sur le terrain. Donc c'est intéressant, puisqu'ils perdent beaucoup d'hommes chaque jour. De même, on pense qu'ils essayent d'avoir un réservoir, ils aimeraient mobiliser jusqu'à 100 000. Idéalement, il leur faudrait encore 100 000 personnes pour tenir l'année qui vient. Il n'est pas du tout dit qu'ils y arrivent si les Nord-Coréens ne viennent pas à leur aide encore plus qu'avec 10-12 000 personnes. Et donc, eux aussi arrivent à un limite, il y a un croisement des courbes compliqué. Exactement. Et c'est ça qui crée la tension aujourd'hui. Et donc, les Occidentaux essayent aussi de jouer la montre. Donc, tout le monde accélère. À la fois, tout le monde joue la montre et accélère. On est dans un subtil équilibre. En fait, 2025 va être très importante, parce que même du point de vue économique, en fait, 2025, c'est la fin du cycle économique pour la Russie, pour que l'économie tienne. Au-delà de 25, les prévisions économiques sont mauvaises pour la Russie. Donc, il est donc tout le monde veut en finir vite. Ou de tenir que nous fassions front jusqu'à la fin de l'année 2025. En fait, la Russie est en train doit chaque jour payer de plus en plus cher pour envoyer des soldats au front. C'est-à-dire qu'ils sont payés de plus en plus cher. Avant-hier, Vladimir Poutine a décidé carrément d'annuler leurs dettes. C'est pour vous expliquer à quel point il est difficile de recruter. Vladimir Poutine a une solution qui serait de décréter la mobilisation générale, mais il a un trop mauvais souvenir des manifestations en 2011. Il sait que ce serait très très impopulaire. Il ne veut pas prendre le risque. Alors, il a fait appel aux Nord-Coréens. Peut-être qu'on aura dans un mois 80 000 Nord-Coréens. Maintenant, il y a des Houthis au Yémen. Il y a quelques Népalais. Il commence à y avoir des mercenaires. Alors tout ça, c'est un petit peu de la viande à canon. Hein. Oui, donc il a de la sauce. Les Nord-Coréens sont quand même les troupes les plus affûtées de la Corée du Nord. Hein. Mais ça sert quand même de chair à canon. Ça peut pas durer 10 ans. Oui. Donc c'est là, effectivement, cette course de vitesse est extrêmement importante, parce que les deux parties, en fait, arrivent au bout de quelque chose. Et notamment en termes de ressources humaines. Et donc il y a une compétition pour savoir comment. Les Occidentaux jouent avec les nerfs aussi de Poutine. Oui, bien sûr. En commençant à laisser entendre qu'on réfléchit à créer une coalition, à envoyer des troupes, ça aussi, ça l'arrangerait pas du tout. Bien sûr. Donc ça complexifierait l'équation pour lui. Tirer, pas tirer, tuer, pas tirer un soldat occidental. C'est ça. C'est pas simple. On va y venir sur les craintes aussi des Européens. Juste militairement, quel est le scénario que vous redoutez là, dans cette période que vous avez très bien expliqué les uns les autres, où on ressent cette fébrilité pour toutes les raisons que vous avez évoquées?
général? Militairement, il y en a plusieurs, mais la première, c'est l'effondrement du front du côté du Donetsk, en fait, dans l'Est. Donc ça, c'est possible, il faut être extrêmement vigilant. Là, les Ukrainiens, plus que jamais, doivent faire preuve d'un courage et nous leur fournir l'armement le plus sophistiqué possible à ce moment-là. Mais il y a des vrais risques tactiques, notamment du côté de Korokevé. Et puis, l'autre risque, c'est qu'il y ait un dérapage côté russe. C'est-à-dire que... C'est quoi un dérapage côté russe? Un missile qui parte sur un pays otanien, précisément en zone 1. Donc évidemment, alors vous avez vu la réponse de ce matin du président du comité militaire de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer, qui dit « Nous sommes prêts et nous répondrons de manière non pas proportionnée, mais on a un plan extrêmement fort, si vous voulez. On va détruire le maximum de menaces en riposte à la moindre attaque. » C'est une déclaration assez forte de l'OTAN et qui, quelque part, est une réponse au président Poutine qui dit « Je vais... » Taper un pays de l'OTAN. Taper un pays de l'OTAN. Donc c'est juste pour réaffirmer cette position quand même très ferme de l'OTAN. On hésite vraiment. Et si les Britanniques ne s'engagent pas avant le 20 janvier pour éventuellement une coalition en Ukraine, en contrepartie, l'OTAN se dit « On est prêt ». Et dans ce climat-là, on l'a titré comme ça ce soir, c'est un peu l'affolement général. Je voudrais vous montrer ce qui s'est passé en Suède et en Finlande, où les deux pays préparent leur population à la guerre. Regardez cette campagne de communication qui a été lancée pour le coup en Suède. La menace militaire contre la Suède s'est accrue et nous devons nous préparer au pire, une attaque armée. Regardez. Si la crise ou la guerre arrive, nous vivons dans une époque incertaine. Guerre, cyberattaque, conditions météorologiques extrêmes. Pour résister aux menaces, nous devons nous serrer les coudes. Toute personne âgée de 16 à 70 ans peut être appelée à contribuer à la défense de notre pays. En temps de crise et de guerre, l'aide va d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Par conséquent, la plupart d'entre nous doit être capable de subvenir à ces besoins pendant au moins une semaine. Jugez ce qui est important de toujours avoir à la maison. Par exemple, des bidons remplis d'eau, des aliments pouvant être conservés à une température ambiante. Vous pourrez alors vous préparer à une crise ou à une guerre et savoir ce que vous pouvez faire si quelque chose arrive. Vous faites partie de la préparation de la Suède. C'est mieux. Alors, c'est une campagne de communication à la télévision avec une brochure donc qui reprend ces propos-là qui a été distribuée à 5 millions de personnes. Eux ne font pas semblant d'y croire au scénario catastrophe. Non, les pays nordiques sont pragmatiques. Ce que nous, on n'est pas toujours, en fait. Donc, ils le disent carrément, mais leur opinion est beaucoup plus réceptive, en fait. Nous, si on commence à faire une campagne comme ça, là, ça va interpeller, quand même. Oui, ils sont toujours au service militaire. Et il y en a d'autres qui... les Suisses font ça depuis 75 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou 80 ans maintenant. Ils sont prêts, en fait. Donc, il faudrait qu'on le fasse, sincèrement. En toute honnêteté, à mon sens, il n'y a aucune urgence. Pourquoi ? Parce que nous, on a une profondeur stratégique. Avant que le moindre matériel russe arrive au-dessus de la France, il y a 2000 km de pays otaniens, quand même. Donc, si vous voulez, on n'est pas tout seul, Léophie. Donc, il faut réfléchir à ça. Et bien sûr, moi, je suis totalement pour qu'on ait une autonomie stratégique sur tous les plans, notamment militaires. Mais aujourd'hui, la France est quand même un des pays les mieux protégés à cause de cette profondeur. Et l'Allemagne n'est pas dans cette situation. Et du coup, on l'a vu tout à l'heure, l'Allemagne est en train de recenser ses bunkers. Elle recense ses bunkers pour se dire, le cas échéant, il va falloir que je protège les populations civiles. Oui, c'est vrai que c'est inquiétant. Peut-être qu'on a le sentiment, que certains spectateurs ont le sentiment de revivre les années 50 ou 60, mais il faut se rappeler quand même, voilà, les générations avant nous ont vécu dans des moments de très grande tension. Tension même bien supérieure à ce que nous vivons maintenant. Je pense que la crise des missiles soviétiques installés à Cuba était une très grave crise. C'est-à-dire que là, les missiles étaient présents, mais contrairement aux tirs qu'on a vus, il y avait les ogives nucléaires. Et c'était effectivement bien plus dangereux. On a vécu suspendu pendant 15 jours à cette crise. Donc aujourd'hui, on renoue avec aussi une culture stratégique dont on a absolument oublié qu'elle nous a nourri pendant des décennies. On savait peut-être mieux l'accepter, on faisait peut-être plus confiance aussi à nos élites pour savoir poser le curseur, mais moi je ne vois pas, encore une fois, d'imminence du conflit pour nous. En revanche, effectivement, il est peut-être temps de parler à la population de la tension qui perdure
et qu'il y ait une nécessité pour nous de nous préparer. Pour nous, quand vous dites pour nous vous société. Dites nous, société, nous, Français, parce que les Allemands, eux, ils ont franchi le pas de se dire c'est possible. En fait, il est temps, à mon sens, que le dossier échappe aux strictes sphères présidentielles de décision pour qu'on puisse quand même, petit à petit, amener la population à considérer qu'elle est concernés. En fait, nous sommes concernés. Nous sommes concernés par les attaques tout à l'heure, j'abondais complètement dans le sens de Gabrielus Landsbergis qui disait pourquoi dire hybride ? En fait, les attaques cyber contre nos infrastructures, on fait dérailler des trains, des colis explosent, prennent feu, peut-être un avion est-il tombé. Alors, il ne faut pas créer de panique, mais en même temps, il faut regarder les choses en face. Il me semble qu'il y a quand même tout un travail qui est fait, en tout cas par les armées, depuis 18 mois, je dirais, pour quand même essayer de préparer l'opinion. Alors ça va sur parler du service national universel, même si ça verra jamais le jour. Ça va parler sur la réserve, s'engager, etc. Ça porte pas encore beaucoup ses fruits, mais ils y pensent vraiment tous les jours. Et je pense que quand même ça tire beaucoup la sonnette d'alarme. Après, l'idée c'est de savoir quel levier, quel objet. Est-ce qu'on transforme ça en campagne publicitaire à la télévision ou est-ce qu'on trouve d'autres canaux, d'autres leviers plus adaptés effectivement à notre profondeur stratégique vis-à-vis de la Russie. Et donc voilà, mais c'est sûr que la Russie monte en gamme même dans sa guerre hybride, puisque effectivement ces histoires de colis DHL qui ont explosé dans des avions, ça a été attribué à la Russie. Ça n'a pas fait de mort. Mais clairement, on fait la même chose dans un avion de ligne. C'est une escalade très minutieusement travaillée, et s'ils avaient voulu tuer, ils auraient pu. C'était un choix de ne pas tuer. Donc, et on sait qu'il y a quand même un certain nombre aussi de meurtres qui ont eu lieu ces derniers temps en Europe, qui sont de près ou de loin associés aux sphères russes, ou aux services russes en tout cas. Donc ce climat existe, les services en ont parfaitement conscience, ils travaillent tous les jours dessus. Donc peut-être qu'effectivement il faut peut-être plus communiquer. Mais après l'idée aussi de la Russie, c'est justement de créer cette psychose. Donc si on est là en train de dire attention, c'est la fin du monde, on fait son jeu. Donc il faut aussi effectivement reposer les choses, et je pense que ce que disait avant Elsa est intéressant de remettre du recul dans le moment. Voilà. Mais moi, pour un pays comme la France, je crois que se préparer, c'est parce que le livret suédois, moi je l'ai lu. Stocker des bouteilles d'eau et des boîtes de conserve, je suis désolée. Avoir du liquide sur soi. Oui, tout le monde a plus ou moins ça. Et souvenez-vous, pendant le Covid, tous les Français qui se ruaient à faire des stocks, etc. Se préparer vraiment, pour moi, c'est le jour où le pouvoir politique arrivera fera passer le message suivant, c'est-à-dire, et c'est lié à la Russie et à l'Ukraine, mais même s'il y a un accord de cessez-le-feu dans 3 mois, cette nécessité persistera, c'est le fait de se défendre à nouveau et de consacrer une part beaucoup plus importante de notre budget à la défense. Parce qu'en fait, à la fin, il n'y a que ça qui nous protégera. Et c'est ça la vraie préparation. Et il n'y a plus d'argent, à mon avis, oui, justement, il va falloir faire des choix et trouver de l'argent. Et ce sera forcément au détriment d'autres choses. Et là, je trouve que il y a une forme de, alors soit d'inconscience, soit de naïveté de la part de la classe politique, mais on ne fait pas ce travail. Au lieu de faire ce travail, on dit finalement peut-être qu'on va, j'exagère un peu, mais remettre la retraite à 62 ans. C'est pas du tout dans le sens de l'histoire stratégique du continent. Alors, non, ce qu'il faut dire, c'est on va peut-être être obligé de travailler jusqu'à 68 ans. Il va falloir réduire dans certaines dépenses, etc. Parce que c'est comme ça que ça risque vraiment de se terminer. Et je trouve que la vraie préparation, elle commence par là. Et on n'est pas encore, c'est-à-dire qu'on pour assurer notre défense, c'est ça le. Oui, parce que pour éviter de se faire attaquer et pour pouvoir dissuader correctement, il faut être bien défendu. Et c'est ça qui évitera la guerre. Élise Vincent. Je pense qu'il y a vraiment la préscience de tout ça chez les milieux politiques. Effectivement, l'objet pour avoir plus d'argent aujourd'hui, c'est d'essayer de recréer un grand emprunt à l'échelle européenne pour financer notamment la défense. Ça risque d'être une sacrée bataille pour arriver à le faire passer, mais ça serait un des leviers qui permettrait de sauvegarder l'éducation, la santé dont on a besoin dans plein d'autres domaines. Mais effectivement, cette question de quelle part du budget on accorde à la défense, ça a des impacts politiques, et on le voit notamment par exemple en Roumanie récemment, puisqu'effectivement il y a des débats qui se créent politiques entre paix ou guerre, et que le fait que le déficit des pays sur flanc Est notamment soit fortement creusé par les défenses militaires a des conséquences politiques. Nous allons en parler dans un instant de ce qui se passe en Roumanie et qui s'inscrit évidemment dans ce mouvement dans les pays de l'Est. Mais juste avec vous, Général Patrick Tuttart,
4 sur ce qui vient d'être dit qui est intéressant, sur la stratégie russe qui a toujours été d'affoler les populations européennes. Et on voit que c'est en train de se passer dans certains pays et en même temps la nécessité pour les militaires, pour les politiques de préparer un pays au scénario catastrophe. Comment est-ce que c'est arbitré, pensé par les militaires, ça? Alors, c'est quand même assez récent, le coup de vouloir affoler les Européens, parce qu'il y avait quand même la Coupe du Monde 2018, je crois, en Russie. Oui, absolument. On n'avait pas ce sentiment-là. Au contraire, on a l'impression que la Russie s'était ouverte au monde. Mais là, évidemment, avec la guerre en Ukraine, tout ce qui s'est passé depuis 2014, ça fait beaucoup de choses. Non, les militaires français, si vous voulez, également ont une prise de conscience de la possibilité d'une guerre à haute intensité. De deux choses, ils ont pris conscience. Un, la possibilité d'une guerre à haute intensité classique pour lequel ils sont insuffisamment armés ou préparés, et deux, la notion de désinformation dont ils ont été victimes en Afrique. Ça, c'est deux choses. La désinformation, on n'y croyait pas. En toute honnêteté, on était candide en Afrique, autant les militaires que les diplomates, et ça nous a amené ce qu'on peut constater aujourd'hui. Donc là, il y a une vraie prise de conscience sur la guerre de l'information et de la désinformation pour déstabiliser les populations, et également là la nécessité d'être prêt à un engagement. Pour moi, c'est extrêmement simple. À quoi sert la défense? Défendre notre pays. Quelles sont les menaces? Il faut arrêter de se dire on va aller défendre une île perdue au fin fond du Pacifique avec un porte-avions. Ça, je trouve ça ridicule. Aujourd'hui, il y a une seule menace, c'est la Russie et le terrorisme. Mais jusqu'à maintenant, on mettait le terrorisme en premier et puis des opérations extérieures. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est pas les Chinois, c'est la Russie. Et donc, il faut qu'on soit de manière collective avec les Européens. Oui, mais vous m'avez pas répondu à ma question. Comment est-ce qu'on parle aux opinions? Est-ce qu'on leur dit, comme dit Elsa Vidal, il faut regarder la réalité en face, la menace elle existe, voilà ce qu'il faut faire si ça nous arrive, on n'est pas le scénario catastrophe que personne ne veut voir peut exister, et donc on a besoin d'argent. Voilà, on a besoin de budget. Ou est-ce qu'il faut jouer sur plus de subtilité parce que c'est la France, parce qu'on est loin? Comment est-ce qu'on gère l'opinion? On voit bien qu'en Allemagne, ils ont décidé de dire oui, on recense les bunkers. Point. Alors, vous savez, la défense, déjà en étant sur les plateaux, ça commence comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas le rôle de la défense de faire des campagnes de communication. C'est aux politiques. Mais bien sûr, c'est aux politiques. Et s'il n'y a pas le courage politique de dire bon les gars, mais ça c'est extrêmement important. Et Isabelle pointait du doigt aujourd'hui. Si vous dire que vous avez moins remboursé certains médicaments, vous allez voir les tollés, les taxis, si on leur dit maintenant il y a deux malades. Si vous mettez la population devant le risque et si vous l'expliquez clairement. Exactement, il faut l'expliquer clairement. Alors, on a parlé rapidement de ce qui s'est passé en Roumanie. Pro-russe, eurosceptique, vengeur envoyé de Dieu, Călin Georgescu est arrivé en tête de la présidentielle en Roumanie au premier tour. Une surprise pour celui que personne n'a vu venir et qui a mené une campagne sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau TikTok, en s'inspirant largement de son modèle, un certain Vladimir Poutine. Barbara Steck et Erwan Ilion. Difficile de les différencier, tant le candidat roumain s'est inspiré de Vladimir Poutine et de ses mises en scène virilistes. Dimanche soir, Călin Georgescu, crédité de moins de 10% dans les sondages, a créé la surprise. Le peuple roumain a crié pour la paix, et il a crié très fort, extrêmement fort. Arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, le candidat pro-russe et ultranationaliste de 62 ans a fait campagne sur TikTok. Des vidéos pour certaines devenues virales. Ingénieur agronome de profession, anti-Union européenne, anti-OTAN, il milite pour la fin de la guerre en Ukraine. On m'accuse d'extrémisme, de lien avec des pays proches ou lointains. Faux, totalement faux. Je me consacre totalement avec tout mon cœur au peuple roumain. Il n'y a pas d'Est ou d'Ouest, il n'y a que la Roumanie et la paix de notre peuple. Notre stabilité économique et sociale découle d'une neutralité absolument nécessaire. Dans les rues de Bucarest, cette percée du candidat populiste suscite la stupéfaction. Je suis abasourdi, vraiment abasourdi. Et je suis inquiet parce que j'ai lu qu'il était pour la Russie. C'est un choc, c'est un vote sanction contre la classe politique. La classe politique ne s'intéresse pas au peuple.
Les Roumains ont sanctionné les deux grands partis historiques, balayés d'un second tour qui se jouera entre Călin Georgescu et cette autre candidate que personne n'avait également vu venir, Elena Lasconi, maire d'une petite ville au centre droit sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, nous nous trouvons soudain dans une confrontation historique entre le passé et l'avenir. Entre la préservation de la jeune démocratie roumaine et le poutinisme. Entre l'amour du pays et ceux qui veulent ramener la Roumanie dans la sphère d'influence russe. Dans un pays qui partage 650 km de frontière avec l'Ukraine, la guerre est au cœur de la campagne. La Roumanie, pays clé de la défense européenne, abrite un bouclier antimissile américain et des troupes de l'OTAN, dont 1000 soldats français sur place depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Alors Moscou surveille avec attention cette élection. Nous connaissons bien les dirigeants actuels de la Roumanie. Ce n'est pas un pays amical pour nous. Nous observerons donc l'évolution des processus électoraux et qui va gagner. Une victoire de Călin Georgescu renforcerait en Europe le bloc des populistes pro-russes, formé pour l'instant par la Slovaquie de Robert Fico et la Hongrie de Viktor Orban, un bloc renforcé par la victoire de Donald Trump. Une chose est désormais claire. Le camp des partisans de la paix s'agrandit. Et lors des élections américaines, le camp des partis pacifistes s'est énormément développé. Nous ne parlons pas de victoire ou de défaite. Nous parlons d'un cessez-le-feu. En Roumanie, le second tour des élections présidentielles aura lieu le 8 décembre. On va peut-être revenir sur les conséquences que ça peut avoir pour les bases de l'OTAN en Roumanie, mais quand même un mot dans cet affolement général, il y a aussi la prise de conscience que la Russie a pesé sur ce scrutin. Très fortement, en tout cas dans les techniques, elle l'a clairement dans la communication influencée. Et puis, plus loin dans la technique, c'est-à-dire uniquement au-delà des images que nous avons vues qui reprennent très clairement les codes russes, il y a le travail qu'on avait vu en Afrique en fait déjà, c'est-à-dire aller chasser sur TikTok des populations jeunes, déjà en défiance vis-à-vis du pouvoir ou ne votant pas et les amener à voter. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cette progression 30% des 18-40 ans qui ont voté pour ce candidat, largement passé sous les radars de la plupart des instituts de sondage, mais pas tous. On a à RFI une chaîne en Roumanie qui a interviewé un expert qui, lui, avait vu la progression effectivement se faire, mais de manière extrêmement rapide, véritablement sur 3 semaines. C'est une surprise, mais en même temps, c'est une surprise assez similaire à celle qu'on a pu voir en Moldavie. Donc, le combat n'est pas perdu. Peut-être aussi, comme en Moldavie, on va voir une alliance se faire et un report de voix sur la candidate libérale en l'occurrence. Mais ce personnage, il vient de la droite dure roumaine. Avant d'avoir été sur des positions pro-russes, il était sur des positions grande Roumanie. On doit reprendre la Moldavie et on doit prendre des parties de l'Ukraine pour recréer le grand royaume roumain. Et il a qualifié le bouclier de défense antimissile balistique de honte de la Roumanie. Il y a cette question qui nous est posée ce soir d'Éric en Gironde. En cas de victoire de Călin, comme ça qu'on dit, Călin Georgescu, qu'adviendrait-il des troupes occidentales basées en Roumanie ? À mon sens, il n'y a pas de risque immédiat, mais effectivement, s'il y avait une vraie volonté du peuple roumain de tempérer sa position dans l'OTAN, comme De Gaulle à une époque avait fait, dehors. Alors, la Roumanie, depuis 2004, est un pilier de l'OTAN. Sa position géographique est extrêmement importante. Les Américains, notamment, ont investi dans une très grosse base qui va être 2 fois celle de Ramstein. En général, cette élection n'arrange pas nos affaires. Non, ça arrange pas les affaires de l'OTAN. Tout dépend de ce qui va sortir. Cela dit, entre ce qu'il dit et ce qu'il ferait vis-à-vis de la Roumanie, moi je suis prudent parce que sortir de l'OTAN avec tout ce qu'ils ont connu, nos amis roumains, je pense que c'est pas demain quand même. Raymond, dans les Alpes de Haute-Provence, nous pose cette question. De plus en plus de pays deviennent pro-russes. Est-ce à dire que la Russie gagne en guerre d'influence ? On parlait des élections et des bots sur TikTok. Alors en fait, il y a deux mouvements qui se réunissent et se renforcent l'un et l'autre pour donner ce à quoi on assiste
existe aujourd'hui, notamment en Roumanie. Le premier mouvement, c'est en fait la guerre hybride de la Russie, la guerre d'influence, les opérations, le sabotage, TikTok, etc. Et le deuxième mouvement, c'est la peur, en fait. Ouais. C'est la peur qui gagne de nombreux pays européens. Alors les deux sont mélangés parce que Poutine sait très bien en fait exciter cette peur, et le verbatim en fait de ses forces est celui de la Russie, c'est-à-dire on appelle à la paix, en oubliant au passage complètement que en fait la paix, enfin l'Ukraine a toujours voulu la paix, et que la guerre c'est la Russie qui l'a déclarée, et que si la guerre se poursuit, c'est que c'est la Russie qui ne voulait pas la paix jusque-là et ne la veut toujours pas, à moins d'une capitulation de l'Ukraine. Donc voilà, et ça sur les populations qui sont pas forcément tout le temps informées et qui ont peur, ça marche. Désinformées. Ça marche. Ou désinformées. Vous vouliez ajouter quelque chose rapidement ? Peut-être juste, c'est qu'effectivement, je pense que ça renforce d'autant plus l'idée qu'il faut créer des coalitions ad hoc, parce que peut-être que c'est autant qu'on avait sorti de sa mort cérébrale, et ben là, il a un peu arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire, et de nouveau, il se retrouve fragilisé, et il va falloir trouver autre chose. L'affolement, on en parlait la semaine dernière, Vladimir Poutine a élargi par décret les conditions d'utilisation de l'arme nucléaire. Cette menace qu'il agite régulièrement pour terroriser les populations. La peur du nucléaire, elle existe depuis des mois à Zaporijia, la plus grande centrale d'Europe prise par l'armée russe. Magali Lacroze et Pierre Dehorne ont rencontré un ancien salarié qui travaillait sur le site, et vous allez l'entendre, il détaille la grande vulnérabilité d'une centrale au cœur du conflit. Regardez. La centrale nucléaire de Zaporijia est la plus grande d'Europe. Prise par l'armée russe au début de la guerre, elle est régulièrement ciblée, faisant craindre au monde entier une catastrophe. Mais que sait-on vraiment? Qui y travaille? Quels sont les risques? Un employé accepte de nous raconter ce qu'il a vu et vécu avant de s'enfuir. Nous l'appellerons Sergueï. Son identité ne doit pas être dévoilée. Les risques ont commencé dès que les occupants ont pris la centrale nucléaire. Et je peux vous le dire, les risques sont très élevés. Il y a par exemple une zone dans la centrale où le combustible nucléaire usé est stocké dehors, à ciel ouvert. Il y a donc 173 conteneurs en plein air. Le scénario le plus dangereux est donc celui d'une frappe russe sur ces conteneurs. Et puis les occupants cachent beaucoup de matériel militaire dans les salles des machines. Cela peut facilement provoquer une explosion ou un gigantesque incendie, car il y a beaucoup de liquide inflammable. Sergueï travaillait depuis 19 ans à la centrale nucléaire. Le jour où les Russes ont pris le contrôle, son monde a basculé. Peu à peu, les collègues de la centrale ont commencé à disparaître sur leur lieu de travail. Tout le monde a compris que ceux qui avaient exprimé une position pro-ukrainienne risquaient évidemment la torture. Moi, je suis parti pendant l'été 2022. On m'a prévenu. Je devais quitter la zone parce que ça devenait trop dangereux pour moi d'y rester. Comme Sergueï, les salariés historiques fuient la centrale. Les Russes embauchent de nouveaux employés, mais ils sont moins nombreux et leurs compétences bien inférieures. Les installations des centrales ont changé. Les règlements sont écrits en ukrainien à Zaporijia et c'est un problème pour le nouveau personnel. D'autant qu'ils sont très peu nombreux à avoir l'expérience de ce type de centrale. Et en plus, sur le panneau de commande, il n'y a plus qu'une seule personne. Pour Sergueï, chaque jour d'occupation russe de sa centrale est un risque de plus pour la région et pour le monde. Et ce ne sont pas les visites de l'AIEA qui pourront le rassurer. Quand les membres de l'AIEA ont accès à certaines zones de la centrale, ce n'est jamais immédiatement après un accident, un incendie. L'endroit est déjà nettoyé, préparé. Tout se déroule comme dans un film. Tout le monde connaît le scénario et sa réplique. Et le scénario, c'est que l'attaque vient d'Ukraine, qu'elle a été menée par les forces ukrainiennes. Je peux vous dire que des mines ont été enlevées plusieurs fois avant les visites de l'AIEA tout au long de l'itinéraire qu'ils devaient emprunter. Et lorsqu'ils sont repartis, tout a été à nouveau miné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Russes utilisent la centrale comme une base militaire.
Votre réaction à ce reportage? Alors moi, paradoxalement, je suis pas très inquiet en fait. Sur Zaporijjia? Non, sur Zaporijjia. Pourquoi? Parce que d'abord, on en a tellement parlé. J'étais beaucoup plus inquiet lorsqu'il y avait des tirs quotidiens au-dessus de la centrale. Et de temps en temps, effectivement, il y a eu des obus des deux côtés en fait qui sont tombés sur la centrale. Aujourd'hui, on n'a plus eu un seul incident depuis au moins 18 mois. 173 containers en plein air. Alors ça, ils les ont toujours aidés. Hein. Alors par contre, oui, ils devraient être évacués, être mis en lieu sûr. Ça n'est pas fait aujourd'hui. L'AIEA, à mon sens, fait des visites régulières. Je ne sais pas s'il n'y a pas 2 observateurs permanents. Et pour l'instant, les cœurs de centrale, en fait, les réacteurs sont en sommeil, en fait. Hein. Oui, il faut vérifier. Souvenons-nous, en tout cas, c'est que il y avait eu une attaque sur un des barrages et ça nous faisait craindre que le niveau de l'eau, si vous voulez, descend trop et ne permette plus de refroidir, en fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc non, il faut rester vigilant aujourd'hui, mais à mon sens, je pense que c'est pas la priorité, malheureusement. Enfin, c'est toujours prioritaire, mais actuellement, je suis pas sûr que le danger vienne de là. Vous pensez que le sujet est suffisamment important pour que ce soit sécurisé et qu'il n'y ait pas de tirs qui mettent en risque la centrale, c'est ça que vous dites? Ce qui semble, on n'est jamais à l'abri, hein, une zone de guerre, hein, mais c'est vrai qu'elle devrait être totalement démilitarisée. Et il y a des forces, mais à mon sens, je pense pas qu'il y a un risque imminent aujourd'hui. En tout cas, vous voyez l'inquiétude de ces salariés interrogés par Magali Lacroze et Pierre Dehorne. Juste, est-ce que vous êtes plus inquiet du coup quand vous entendez que Vladimir Poutine élargit par décret les conditions d'utilisation de l'arme nucléaire? Ça oui? Ah ben oui, et théoriquement, même si il a fait ça depuis septembre, hein, et en fait, pourquoi? Par crainte de l'emploi des armes à longue portée sur le territoire russe. Bah on y est. Et on y est. On a commencé par là l'émission. Absolument. Et on y est. Mais cela dit, il a écrit dans son mémorandum, ou en tout cas dans son annexe, en cas d'attaque majeure avec des missiles longue portée. On n'est pas dans. C'est quoi une attaque majeure? Ça veut dire très nombreux missiles ou une réaction à une attaque sur un pays otanien qui pourrait être une attaque majeure. Élise Vincent, comme toute doctrine nucléaire, elle a sa part d'ambiguïté et de zone d'ombre, et elle est interprétative. Donc pour l'instant, Vladimir Poutine a décidé de l'interpréter de manière souple et de ne pas s'en tenir au strict texte et en tout cas de ne pas riposter immédiatement à ces tirs. Mais quoique, il a annoncé une riposte, mais on ne sait pas de quelle nature elle sera. Aujourd'hui, tel que nous avons commencé l'émission comme ça, après 2 tirs de missiles sur le territoire russe qui ont donc touché leur cible, et les Russes ayant dit ce sont des missiles américains et nous préparons une riposte, on attend une riposte russe à ces 2 tirs qui ont fait des dégâts. 4 tirs. 4 tirs, j'avais 2. 3 attaques MS et un Storm Shadow. D'accord, 4. En fait, ça fait très longtemps que Vladimir Poutine parlait de moderniser la doctrine nucléaire russe. Moi, ce qui me semble très inquiétant, en fait, c'est plutôt la banalisation de la menace nucléaire depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, ça a fait l'objet de que tout le monde parle de ça comme si maintenant il s'agissait d'un tir de missile. Alors, est-ce que Poutine va envoyer une arme tactique, etc. C'est ça que je trouve très dangereux. Et aussi, en fait, l'époque de prolifération nucléaire qui s'annonce sans doute devant nous, et là Poutine n'est pas le seul responsable. Alors, il est responsable puisqu'aujourd'hui même les Ukrainiens se demandent s'il faut pas qu'ils refabriquent la bombe nucléaire, puisque le mémorandum de Budapest qui devait les protéger en échange du fait qu'ils aient rendu leur missile nucléaire a été en fait un papier déchiré, et que si on ne leur donne pas une protection de l'OTAN. Mais il n'y a pas que la prolifération nucléaire potentielle dans cette région de l'Europe. Il y a aussi la prolifération nucléaire potentielle si l'Iran chiite demain est nucléaire. D'un seul coup, on a la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte qui rentrent dans la course nucléaire. La parole américaine, le parapluie américain a été tellement en fait fragilisé qu'aujourd'hui la Corée du Sud et le Japon sont en train de se dire est-ce qu'il faut pas pour se défendre qu'on soit en fait nucléarisé, et ça a été bien aggravé ça par l'entrée dans la course des 10 000 soldats de Corée du Nord. Rappelons quand même qu'il n'y a pas de traité de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et qu'aujourd'hui en Ukraine, les Ukrainiens se battent contre 2 puissances nucléaires, la Russie et la Corée du Nord. Ça fait lourd, ça fait beaucoup. Comme vous dites, ça fait beaucoup. On revient maintenant à vos questions.